Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est le livre choc de cette rentrée, Le Consentement, publié chez Grasset. En rupture de stock dès sa sortie le 2 janvier, ce livre a permis de mesurer à quel point les mentalités ont changé. Vanessa Springora raconte comment un écrivain star des années 70-80, Gabriel Matzneff, a profité de sa faiblesse quand elle était jeune adolescente et elle précise que son récit littéraire n'est pas romancé. Code Source revient sur cette affaire en racontant la vie de Vanessa Springora avec deux journalistes du service culture du Parisien, Yves Jéglé et Catherine Ball. Yves Jéglé, vous avez passé le bac en 1983 et vous vous souvenez d'avoir lu Gabriel Matzneff à cette époque. Oui, quand j'étais adolescent, j'en ai lu quelques-uns qu'on m'avait conseillés parce que c'était un auteur qu'on lisait. À l'époque, l'aspect pédophile, il faut le reconnaître, était moins mis en avant. Du moins, moi je me souviens d'un livre qui s'appelait Le Défi, un essai qui s'adressait aux adolescents mais qui parlait de liberté, d'une forme de marginalité, mais plutôt par rapport au monde du travail, plutôt par rapport au salariat, qu'on pouvait vivre autrement. Et j'avoue que oui, ça m'a touché. Mais j'avais 17 ans. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces livres à cette époque ? C'est qu'il écrivait différemment des autres écrivains, puisqu'il tenait effectivement un journal intime. En général, un journal, les écrivains le publiaient après leur mort. Lui le publiait finalement presque en direct, quelques années après ce qu'il avait vécu. Vous savez, les adolescents aiment bien les journaux, parfois on en tient, même du coup il parlait beaucoup de lui-même, il parlait aussi de ses lectures, il habitait à Paris, il avait une aura, ça donnait l'impression d'une existence très libre. Et c'était vraiment quelqu'un de connu en 1983. Ah oui, il était connu. Moi, je l'ai découvert par la télévision. On parle quand même d'une époque où il n'y a que 2 chaînes, puis 3 chaînes de télé. Il n'y a évidemment pas les réseaux sociaux. Il est invité régulièrement à Apostrophe, mais aussi dans d'autres émissions. C'est quelqu'un qui est, sans vendre forcément énormément de livres, c'est quelqu'un qui a une aura importante. On va revenir sur cette histoire en racontant la vie de Vanessa Springora. Catherine Ball, dans quel milieu est-ce qu'elle a grandi ? Vanessa Springora, elle vit d'abord avec ses 2 parents dans le 6e arrondissement de Paris. Elle raconte que pendant son enfance, ses parents se disputaient beaucoup, que les assiettes volaient parfois. Le père est de plus en plus absent. Vient la séparation entre les parents. Et là, elle vit toute seule avec sa mère, qui est attachée de presse dans le milieu de l'édition, qui lui laisse une grande liberté, notamment pour des raisons matérielles. Vanessa Springora raconte qu'il n'y avait pas d'argent pour des babysitters, donc elle était souvent toute seule à la maison. Et en fait, très vite, sa mère la considère un peu comme une adulte et elle l'emmène, dès qu'elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans, à des dîners. À quoi ressemble son adolescence ? Alors, elle raconte qu'elle était très timide, qu'elle lisait énormément. Elle a vécu au milieu des livres, de par le métier de sa mère. Et puis voilà, cette solitude, elle n'a pas de frères et sœurs. Elle dit qu'elle se trouvait moche comme un crapaud et qu'elle cherchait l'amour. C'est le 6 novembre 1985 qu'elle rencontre Gabriel Matzneff, écrivain donc très connu à l'époque. Elle a 13 ans. C'est au cours d'un dîner, elle raconte dans son livre Le Consentement qu'au départ elle n'a pas tellement envie d'y aller, sa mère la traîne un peu, c'est un dîner mondain. Et comme ça se passe souvent dans ce genre de dîner, l'adolescente est en bout de table, personne ne s'intéresse à elle, mais il y a ce monsieur qu'elle décrit comme ayant un visage de bonze. Elle dit qu'il a une présence cosmique, voilà, il l'intrigue beaucoup et elle remarque qu'il ne cesse de la regarder à un moment où, justement, personne ne la regarde et où elle attend qu'on s'intéresse à elle. Est-ce qu'elle le connaissait déjà en tant qu'écrivain ? Pas du tout, elle ne le connaît pas du tout, mais juste après le dîner, elle se rend dans une librairie et là, tout de suite, elle voit une grande affiche de lui. Et donc, elle se rend compte que c'est un écrivain qui est connu et elle commence à lire certains de ses livres et elle se rend compte que voilà, c'est quelqu'un qui passe à la télé souvent, qui est très respecté. Donc, elle est encore plus chamboulée d'avoir attiré l'attention de cet homme qui est très connu. Yves Jéglé, que se passe-t-il pour Vanessa Springora dans les mois qui suivent cette rencontre ? Tout de suite après ce dîner, Gabriel Matzneff commence à lui écrire des lettres. À l'époque, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de SMS. Donc il y a une correspondance qui, en plus, pour une adolescente, est sans doute assez romantique. Et elle dit aussi qu'elle a senti un sourire paternel la première fois qu'elle a vu Matzneff.
Donc la première lettre est une lettre sympathique à laquelle elle répond. Elle est très très fière. C'est la première fois qu'on lui écrit, en la considérant vraiment comme une personne, une jeune femme. Et puis Matzneff lui envoie une deuxième lettre qui là est beaucoup plus insistante, qui est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une lettre de drague. Il lui propose un rendez-vous qu'elle accepte. Matzneff lui donne rendez-vous dans la rue, elle ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, ils doivent prendre un bus, et là elle comprend qu'il veut tout de suite l'emmener chez lui. Alors elle est quand même un peu décontenancée de ce qu'elle raconte dans le consentement. Il insiste, elle est quand même sous le charme, donc elle accepte de monter dans le bus. Elle dit dans son livre, on aurait pu au moins marcher un peu. Elle trouve quand même déjà, dès le moment de la rencontre amoureuse, puisqu'elle est amoureuse, que ça va trop vite. Et finalement, Matzneff l'amène chez lui presque tout de suite, quoi. Très vite, il cherche à l'embrasser. Elle est quand même surprise, mais elle se laisse faire. Alors, il y a un côté, elle se comporte quand même comme une adolescente, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'au début, elle le raconte précisément, au début, elle le laisse juste l'embrasser. Elle dit, il a fait d'abord le haut, ce qui se passe quand on a 14 ans normalement. On pelote un peu, mais ça va pas plus loin. Et puis, quand même, il veut la revoir. Et très, très vite, dès le deuxième rendez-vous, il la déshabille et elle parle de sodomie. Lui a l'air très habitué, donc il lui dit ne t'inquiète pas, il la couche sur le ventre, et elle en parle de manière, avec le recul en étant quand même soufflée, c'est-à-dire que s'installe une relation sexuelle assez brutale quand même dès le tout début. Là, elle a quel âge à ce moment-là ? Au moment de la rencontre, lors du dîner, elle a 13 ans, mais la première fois qu'ils font l'amour ensemble, elle vient d'avoir 14 ans. Assez vite, elle raconte que donc elle le voit très souvent. Elle s'installe même très vite dans la chambre d'hôtel qu'il loue. Ils vivent ensemble, elle a 14 ans. Sa mère la laisse quitter le foyer familial et elle va de moins en moins à l'école. Comment est vécue cette relation par son entourage ? Sa mère laisse faire donc ? Alors elle dit que sa mère, quand elle l'apprend, est un peu choquée et lui dit tout de suite « mais tu sais quand même que c'est un pédophile ». Et à ce moment-là, Vanessa Springora ne comprend pas du tout ce terme parce que pour elle, elle n'est plus une enfant. Elle a été élevée par sa mère comme si elle était presque une adulte depuis au moins quelques mois. Et donc elle dit, mais non, je ne suis pas un enfant. Elle met totalement de côté ce jugement de sa mère. Et elle raconte que sa mère s'est accommodée de sa relation avec Gabriel Matzneff, que même Gabriel Matzneff venait dîner chez sa mère avec elle. Ils étaient tous les trois. Elle dit, voilà, on était comme la Sainte Famille, comme la Trinité. Et les professeurs se rendent compte que cette collégienne va de moins en moins en cours, mais il ne se passe pas grand-chose. Le père, lui, l'apprend. Vanessa Springora lui dit qu'elle couche avec Gabriel Matzneff qui a 50 ans. Le père, lui, est furieux, lui dit qu'il va dénoncer Matzneff, et puis il disparaît. Elle ne le revoit plus du tout. Donc finalement, il y a une absence totale de réaction de l'entourage adulte de Vanessa Springora. Il y a un seul exemple dont elle parle dans le livre, puisque il continue d'y avoir des dîners mondains, où c'est quand même très surprenant aujourd'hui, mais elle a 14 ans, 15 ans à la fin de leur relation, et un soir, il y a quelqu'un qu'elle appelle Denis dans le livre, on ne sait pas très bien qui c'est, mais c'est un adulte, et quand il voit Matzneff, il l'insulte et il s'en va. Il ne veut pas rester là. Elle dit que c'est la seule fois où elle a vu un adulte marquer très clairement un écœurement face à ce qui est en train de se passer. Pour le reste, cette relation est acceptée. Est-ce qu'on sait pourquoi ? C'est très discuté aujourd'hui. Certains disent que c'était une autre époque. Beaucoup de journalistes et d'écrivains comme Jean d'Ormesson tressaient vraiment des lauriers à l'œuvre de Gabriel Matzneff. Il faut quand même reconnaître qu'il n'y avait pas le même regard sur les enfants. Dans les années 70, des journaux comme Le Monde, Libération, ils s'en sont excusés d'ailleurs récemment, ont publié des pétitions pour défendre des hommes qui étaient accusés d'avoir eu des relations avec des enfants, des pétitions qui étaient signées par des intellectuels aussi célèbres que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze. Enfin voilà, c'est une époque post-68 où il y a un discours qui aujourd'hui nous paraît hallucinant et plus que choquant. Il est interdit d'interdire, et donc il est aussi interdit d'interdire des relations avec des enfants. Certains pensent ça. Ça ne veut pas dire que la France moyenne, on va dire de l'époque, pense ça, mais dans une certaine intelligentsia parisienne et littéraire, ça passe. Vous avez vu récemment une archive datant de 1975, l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, archive particulièrement choquante. En 1975, Gabriel Matzneff publie son livre qui est le plus révoltant aujourd'hui, qui s'appelle « Les moins de 16 ans ». C'est un essai dans lequel il théorise
la capacité pour des enfants de 10 à 16 ans d'avoir des relations amoureuses et sexuelles entre eux ou avec un adulte. C'est la première année d'Apostrophe, l'émission marche bien, et Bernard Pivot a choisi un thème ce soir-là qui est les enfants sont très doués, mais pour faire quoi ? Il a invité à la fois des gens très différents, un pédagogue qui s'intéresse aux enfants surdoués, une professeure de français, je crois, une écrivaine assez connue à l'époque, Christiane Rochefort, et Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff défend ses idées. Il explique qu'il n'y a rien de choquant, bien au contraire, dans une relation amoureuse, y compris sexuelle, entre un enfant et un adulte, qui, selon lui, peut l'aider à s'épanouir. Mais je pense que les moins de 16 ans sont peut-être à l'âge où les pulsions d'affectivité, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes, parce que les plus neuves. Et je crois que rien ne peut arriver de plus beau et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente de vivre un amour. Et ça aussi, ça passe. Bernard Pivot ne dit rien, mais personne ne dit rien. Il n'y a pas le lendemain des journaux qui disent « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Catherine Ball, pendant leur relation, la brigade des mineurs est alertée. La brigade des mineurs reçoit plusieurs lettres de dénonciation anonymes de gens qui disent voilà, Gabriel Matzneff a des relations avec des collégiennes. Gabriel Matzneff est convoqué à plusieurs reprises. Il y va, on lui montre ces lettres de dénonciation. Il revient chez lui, il en parle à Vanessa Springora, il a l'air un peu affecté. Bon. Un jour où elle sort de la chambre de bonne de Gabriel Matzneff avec lui, elle croise 2 policiers de la brigade des mineurs qui interpellent Matzneff et qui lui disent « Voilà, monsieur Matzneff, on est de la brigade des mineurs, est-ce qu'on peut vous parler ?» Il dit « Ah, pas tout de suite, mais peut-être demain. » Voilà. Et ils n'ont pas un regard, ces 2 policiers, pour l'adolescente de 14 ans qui sort de la chambre avec Matzneff, qui est là. Je crois que là, elle comprend qu'il ne va pas vraiment être inquiété. Il a été effectivement convoqué à plusieurs reprises, y compris à cette époque, par la brigade des mineurs. Lui-même s'en vante, il dit qu'à chaque fois il est reçu avec beaucoup de courtoisie. Effectivement, il ne se passe rien et Vanessa Springora raconte quand même dans son livre, sans le citer, que Gabriel Matzneff ne se promène jamais sans la lettre d'un président de la République, qui est l'un de ses amis. On comprend que c'est François Mitterrand, puisque c'est dans les années 80 et on sait qu'il y a eu une amitié entre eux. Ça ne veut pas dire qu'il est protégé, mais en tout cas, Gabriel Matzneff est l'ami des puissants, et il a une lettre de Mitterrand sur lui, en tout cas il s'en vante. L'année de ses 15 ans, leur relation va battre de l'aile. Oui, ce qu'elle raconte dans le livre, c'est qu'un jour, elle a une camarade de collège qui lui passe un petit mot sur lequel il y a écrit « t'es cocu ». Et elle, assez vite après, elle surprend Gabriel Matzneff avec une autre collégienne dans un café. Et donc, elle commence à se poser des questions. Elle est pas bien, elle est quand même hospitalisée à un moment. On lui diagnostique des rhumatismes articulaires. Bon, on comprend que il y a sans doute quelque chose d'assez somatique dans cette pathologie. Et donc, leur relation s'étiole un petit peu. Et un jour où elle est toute seule chez lui, elle se met à lire les livres défendus. Livres que Gabriel Matzneff lui avait interdit de lire, c'est ça ? Voilà, il lui avait dit, dès le début de leur relation, il lui avait dit « Ceux-là, tu ne peux pas les lire ». Là, elle se rend compte qu'elle a affaire à un prédateur et à un ogre qui non seulement collectionne les adolescents et même les enfants, et qui en plus s'en nourrit pour raconter ses relations sexuelles dans des livres. Que fait-elle à ce moment-là ? À ce moment-là, elle en parle avec lui et elle commence le processus de séparation. Elle le quitte. D'abord, elle raconte qu'elle va voir Sioran, le philosophe Sioran, qui est un ami de Matzneff, et qu'elle lui dit, j'ai découvert qu'il collectionnait les jeunes adolescentes et même les enfants, je peux plus vivre cette relation. Et Sioran, comme d'autres adultes, lui dira, mais tu dois te sacrifier pour ce très grand écrivain, céder à ses caprices, et il lui déconseille de le quitter. Je crois qu'on peut dire que quand le soir où elle va voir Sioran, elle est dans un état hagard, elle n'ose pas rentrer chez elle, elle est totalement déscolarisée, elle est errante, presque vagabonde, puisqu'elle vit à l'hôtel. Et là, elle vient vraiment chercher une figure paternelle chez Sioran. Alors Sioran, à cette époque-là, est vraiment une grande célébrité. C'est un philosophe qui aujourd'hui est dans la Pléiade, la collection la plus prestigieuse de chez Gallimard. Il a 75 ans, il est marié, il a une femme qui est une ancienne comédienne. Elle est habituée à aller chez eux, c'est un des meilleurs amis de Matzneff. Elle s'attend à retrouver un petit cocon, au moins une écoute. Et ce soir-là, alors on sent qu'elle pourrait presque faire une bêtise, il est très tard, elle se rend compte de la démission, mais absolue, de tous les adultes. Je trouve que c'est le moment peut-être le plus tragique du livre. C'est un enfant, et elle se rend compte qu'elle ne trouvera aucune aide auprès d'aucun adulte.
C'est-à-dire que ce qui est frappant aussi, elle raconte une autre scène dans le livre. Elle raconte que même quand elle a été hospitalisée pour des douleurs, des rhumatismes articulaires, il y a un médecin qui joue un rôle qui paraît aujourd'hui totalement fou. C'est-à-dire qu'elle raconte à ce médecin que depuis des mois, elle couche avec un homme, mais qu'elle a tellement peur de la douleur, de la défloration vaginale, qu'il la sodomise. Et ce médecin lui dit « mais je vais t'aider ». Et en fait, il lui fait une petite incision chirurgicale pour pouvoir lui permettre d'avoir des relations sexuelles avec cet homme. Et c'est quand même une jeune fille de 14 ans à ce moment-là. Quand elle commence à vouloir quitter Gabriel Matzneff, que lui dit sa mère ? Sa mère lui dit « Ah, t'es sûr, le pauvre, il t'adore ». Après plusieurs semaines, Vanessa Springora et Gabriel Matzneff se séparent. Donc c'est Vanessa Springora qui prend l'initiative, qui rompt. Elle est aidée par un ami un peu plus âgé, mais pas beaucoup plus âgé, qui est quand même de sa génération, qui a la vingtaine, à qui elle raconte son histoire et qui lui dit « mais tu peux pas rester dans cet état ». Et donc là commence une longue période très douloureuse pour elle, telle qu'elle le raconte dans Le Consentement, où elle va essayer d'avoir des petits copains de son âge, mais où elle dit que ça va pas bien se passer souvent, qu'elle est complètement perdue, qu'elle a plus aucune notion de ce que c'est que tomber amoureuse de quelqu'un de son âge. Elle parle de crise d'angoisse, elle dit qu'en devenant une jeune adulte, elle aura aussi un épisode psychotique. Donc c'est un petit peu des années très douloureuses, et finalement elle ne commencera entre guillemets à se relever qu'à travers la rencontre d'un psychanalyste qui va l'aider à comprendre que la victime, c'est elle. Parce qu'il faut dire que Gabriel Matzneff s'est toujours considéré comme une victime. Il ne comprend pas pourquoi elle l'a quittée, et il va se venger d'elle. C'est-à-dire qu'elle a été poursuivie presque toute sa vie. Gabriel Matzneff fait publier le tome de son journal consacré à son histoire avec Vanessa en 1993, c'est-à-dire seulement 6 ou 7 ans après leur histoire. Ça veut dire que Vanessa Springora a 20 ans, enfin elle est encore très jeune, c'est une toute jeune adulte, et là, il la jette en pâture, puisque tout son milieu à elle peut la reconnaître, et elle est décrite comme Vanessa S. Et aujourd'hui, il dit « Ah, mais je l'aimais, etc. » Mais moi, j'ai retrouvé des extraits de son journal à l'époque. Il dit qu'assez rapidement, il se lasse d'elle. Effectivement, il en avait une dizaine comme elle, de jeunes maîtresses. Et puis il dit « Oh, elle m'agace avec ses crises de jalousie. Je vois déjà la bonne femme qu'elle va devenir. » Ça, c'est ce qu'il écrit dans son journal, qui est publié. Les années qui suivent la rupture sont particulièrement difficiles. Elle est internée à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne quand elle a 19 ans, mais elle s'en sort. Elle fait des études de lettres, d'abord en classe préparatoire, puis à l'université. Elle part au Mexique, elle va réaliser des documentaires. Que fait Gabriel Matzneff pendant ce temps-là ? Mais il continue d'avoir exactement la même vie. Il faut savoir que dans son journal, là, toujours le même, il raconte qu'à l'époque, d'abord, pour oublier cette histoire, il prend l'avion pour Manille, donc il va se consoler avec des petits garçons, c'est lui qui le raconte. Et puis après, à 50 ans, il fait encore jeune, il s'entretient beaucoup, voilà. Et donc il va avoir beaucoup d'autres maîtresses de cet âge-là. Il va publier au total une quinzaine de volumes de son journal jusqu'à aujourd'hui. Il aura exactement la même vie qu'il a eue avec elle. Et en 1990, Gabriel Matzneff est invité une nouvelle fois dans l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe, sur Antenne 2 à l'époque. Alors il est invité effectivement pour parler de son dernier livre qui s'appelle Mes amours décomposés, dans lequel il raconte ses relations sexuelles avec des adolescentes de 14, 15, 16 ans. Et sur le plateau, voilà, tout se passe très bien. Tout le monde rigole quand Bernard Pivot présente Gabriel Matzneff comme un collectionneur de minettes. Alors pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes ? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. C'est-à-dire que Denise Bombardier et Catherine Hermarivière, vraiment, vous pouvez... Je ne pense pas qu'elles pourraient tomber amoureuses de moi. C'est vraiment l'ambiance du dîner mondain. Et puis tout à coup, il y a une Québécoise qui est sur le plateau et qui rompt totalement avec cette ambiance très complaisante. Et donc c'est Denise Bombardier, qui est une journaliste et écrivaine québécoise, qui dit « Mais moi je trouve Monsieur Matzneff pitoyable ». Monsieur Matzneff me semble pitoyable.
elle s'indigne en disant voilà, moi je crois que je viens d'une autre planète. En Amérique du Nord, on défend les droits des enfants et qui met sur la table le fait que c'est un pédophile. Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Il faut quand même dire que ce soir-là et à cette époque-là, elle est très isolée, Denise Bombardier, puisque Maznev ne lâche rien. Madame, ne devenez pas agressive. Et dans les jours qui suivent, il y a des écrivains très connus comme Philippe Solers, qui est l'éditeur de Maznev, qui la traite de connasse, Denise Bombardier. Elle est traitée de mal baisée publiquement. Et à l'époque, alors oui, ça choque, mais Maznev garde le dessus. En 2006, quand elle a une trentaine d'années, Vanessa Springora commence à travailler dans le monde de l'édition. Elle en vient du monde de l'édition, puisque sa mère y travaille déjà, beaucoup de ses proches. Et alors, dans son livre et puis dans ses interviews, elle en parle avec une sorte d'ironie sur elle-même. Mais surtout, elle a effectivement toujours été une très grande lectrice. C'est une grande amoureuse des livres, des textes, de l'écriture. Et finalement, elle ne va pas s'interdire de travailler dans l'univers qui aurait sans doute été le sien de toute façon, puisqu'elle dit à plusieurs reprises que des livres l'ont sauvée. Et effectivement, elle commence une carrière dans l'édition qui va très bien se passer. Elle ne va plus jamais revoir Gabriel Matzneff ? Non, elle ne le revoit pas, bien que lui cherche très souvent à la revoir. C'est quelque chose d'ailleurs de surprenant, puisqu'il raconte toujours qu'il ne s'intéresse qu'aux très jeunes filles, mais il va poursuivre Vanessa Springora jusqu'à 2015, tel qu'elle le raconte. Il n'a pas son téléphone, mais il sait qu'elle travaille chez Julliard, donc il appelle régulièrement le Standard, il appelle la supérieure hiérarchique de Vanessa Springora chez Julliard, qui est obligée de lui dire écoute Vanessa, Gabriel Matzneff est très insistant, mais elle ne veut absolument pas avoir de contact avec lui, et donc elle arrive à couper les ponts, mais il se montre presque harceleur. Catherine Ball, le 2 janvier, est donc paru son livre, Le Consentement. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire cette histoire, à raconter son histoire ? Alors elle dit qu'elle portait ce livre en elle depuis de nombreuses années, que le déclic, ça a été le Renaudot. En 2013, Gabriel Matzneff reçoit le prix Renaudot dans la catégorie Essai, et elle dit qu'elle a mis quelques mois avant de se mettre vraiment à écrire, mais que c'est vraiment cet événement, le fait qu'il soit comme ça honoré, consacré par la communauté des éditeurs, qui l'a poussé à son tour donner sa version de l'histoire, qui lui avait été confisquée jusqu'à présent. Ça a été difficile, ce processus d'écriture ? Oui, ça a été très difficile. Elle a commencé en 2014, ce qui est intéressant, puisque c'était avant l'affaire Weinstein. Mais alors, au début, elle veut écrire le journal de Lolita, c'est-à-dire qu'elle veut donner le point de vue de l'adolescente dans une histoire entre un séducteur et une jeune fille. Puis au bout de 2-3 chapitres, elle se rend compte que ça marche pas du tout, que c'est pas bon, donc elle arrête. Et puis, à un moment, elle a le déclic. Elle se dit, mais il faut que je le raconte un peu comme un journal, moi aussi. Un journal littéraire, c'est-à-dire pour elle, la qualité d'écriture est très importante, mais elle raconte comme ça une succession de scènes vraies. Elle dit que rien n'est romancé, même si ça passe par le prisme de sa subjectivité et de la mémoire. Et là, ça c'est vers 2016, début 2017, elle a ce déclic et là, elle va jusqu'au bout. Et ce livre s'annonce comme un énorme succès d'édition. Oui, c'est un déferlement. Il a été tiré à l'origine à 20 000 exemplaires, ce qui n'est pas négligeable pour un premier livre d'une auteure complètement inconnue, relatant des faits datant d'il y a 30 ans sur un écrivain lui-même en partie oublié. Ces 20 000 exemplaires se sont arrachés en quelques jours. 2 jours après sa sortie, le livre n'était déjà plus disponible dans 3/4 des librairies en France. Sur les sites internet, il y avait des délais d'attente assez longs. Donc il a déjà été retiré à 65 000 exemplaires. On peut s'attendre à ce que ce soit un succès phénomène du début 2020. Elle-même dit qu'elle est surprise et elle dit si j'avais sorti ce livre il y a 5 ans, j'aurais sans doute pas eu cette écoute. Elle le portait depuis de nombreuses années, mais entre-temps, il y a eu effectivement l'affaire Weinstein, MeToo, et elle dit voilà, ce qui a changé, c'est pas le fait que les femmes prennent la parole, les femmes ont toujours pris la parole. Ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, on les écoute et que ce livre, il s'inscrit dans un mouvement plus général. Et ce livre sort alors qu'elle vient d'être nommée directrice des éditions Julliard il y a quelques semaines. Comment est-ce qu'elle vit ce succès, ce moment, Yves Jéglé ? Déjà, je crois le fait qu'elle ait été nommée directrice des éditions Julliard, ce qui est un poste très important, c'est un moment où elle est sans doute plus confortable dans sa vie professionnelle. Elle est dans une période de réussite. Elle a certainement plus de maturité pour pouvoir supporter un succès qu'elle a aussi craint un petit peu, puisque moi, quand je l'ai interviewée, c'était quelques jours avant la parution. Elle avait un petit peu peur. Elle disait « J'espère que mon fils va pas se prendre des blagues dans la cour du collège à la rentrée ».
Mais voilà, je pense que c'est une femme de 47 ans qui est prête à accompagner ce mouvement. Quel est le vrai succès finalement pour elle aujourd'hui ? C'est d'avoir écrit ce livre sous une forme littéraire proche du conte, c'est ce qu'elle souhaitait, avec une morale, un livre qui soit réussi. Elle dit qu'elle l'a écrit d'abord pour elle-même, que ce livre, elle en est fière. Elle en était fière avant même qu'il soit édité. La première personne à qui elle l'a fait lire, c'est son compagnon, le père de son fils. Je crois que c'est d'abord de cet amour-là et de cette reconnaissance-là dont elle est fière. Ce livre lui permet enfin de ne pas être simplement un personnage passif des livres d'un autre, puisque Matzneff a parlé d'elle 2 fois, mais d'être l'autrice de sa propre histoire. Et donc ce qu'elle veut, c'est que si Gabriel Matzneff effectivement entre dans la postérité, ce qu'on ignore, est-ce qu'il va rester ou pas comme écrivain, c'est pas sûr, mais on n'en sait rien après tout, au moins il y aura sa réponse littéraire à elle. Il y aura au moins une fois l'un des très nombreux personnages de Matzneff qui lui aura répondu sur le terrain de la littérature. Pour elle, c'est vital, beaucoup plus que le succès, qui à mon avis lui fait plaisir, mais n'est pas vital pour elle. Merci à Yves Jéglé et Catherine Ball. Épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux, production Stéphane Geneste, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire pour des suggestions, des retours, codesource@leparisien.fr.